Bienvenue sur le réseau E-Média Invest, bienvenue sur ITV, bienvenue sur iRadio. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Penda Mbow. Penda Mbow, on ne vous la présente pas, tout le monde la connaît au Sénégal. Madame Penda Mbow est historienne, intellectuelle de renommée internationale. Nous sommes aussi avec Mohamedou Lamine Sagna, autre aussi intellectuel sénégalais émérite, qui est sociologue, et qui a fait Sciences Po, qui est aujourd'hui enseignant à University American of University of Nigeria, c'est ça? Oui. Voilà, merci madame et monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, de plus en plus on parle dans notre pays d'éthique et de responsabilité et d'autres sujets sont abordés au Sénégal pendant cette semaine. Ça parle aussi de l'écho du troisième mandat. Alors madame Penda Mbow, dans un pays comme le Sénégal où de plus en plus les gens sont inquiets par rapport au rapport entre les Sénégalais, l'éthique a-t-elle encore une grande place dans ce pays? Je vous remercie Alassane, mais permettez-moi avant de répondre à votre question de saluer notre ami Lamine Sagna, que j'ai connu à un moment historique au Sénégal. D'abord, on s'est rencontrés dans une université américaine, mais il a pris une part très active aux assises nationales qui ont été lancées en 2008 et dirigées par le professeur Amadou Mahtar Mbow. Je le salue. La deuxième chose, je voudrais présenter mes vœux de bonne et heureuse année 2020 à tous les Sénégalais. Parce que 2020 est une année charnière, un tournant quand on voit ce qui se passe un peu à travers le monde. Rien n'est sûr, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Tout à fait. Ceci étant dit, le Sénégal est en train de changer à une vitesse grand V. Avant, quand on se référait aux Sénégalais sur le plan international, il était très peu impliqué dans des réseaux de trafic, dans des réseaux de mafia. Mais de plus en plus, on voit des Sénégalais qu'on assassine parce qu'ils sont impliqués dans un trafic. Parce qu'on veut s'enrichir très très vite. Et je crois que la conception ou la perception que l'on a du phénomène Tekki, de Mobega Tekki, est en train de prendre une allure regrettable. Ce qui explique que le fait que tout le monde soit pressé, que tout le monde veuille s'enrichir le plus rapidement possible. Et quand on voit aussi la transformation en profondeur dans ce Sénégal, que ce soit c'est visible à l'œil, on se demande d'où vient l'argent dans ce pays. Je crois que l'argent est aujourd'hui devenu un problème extraordinaire. La deuxième chose, c'est que les Sénégalais, on dit toujours que nous sommes un pays de croyants. Je veux bien y croire. Nous sommes un pays de croyants, mais qui dit foi, dit éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, foi et éthique riment ensemble? Je ne suis pas très sûre. Et quand on voit le comportement des Sénégalais, on peut se poser énormément de questions. Et je crois que le problème de l'éthique, on en a beaucoup discuté au moment des assises nationales. C'était l'une des, à mon avis, des commissions les plus importantes des assises, l'éthique. Et tout le monde même les changements qui sont intervenus en 2012 ont été dictés essentiellement par cette volonté de retrouver une certaine éthique. Mais là, je crois que nous sommes en train de nous poser des questions. Je ne suis pas très sûre qu'on ait retrouvé véritablement cette éthique. Lamine Sagna, pourquoi ce pays qui était considéré jadis comme étant un pays où il y avait beaucoup de respect, beaucoup d'éthique, beaucoup de responsabilité, qui se transforme en moins de 20 ans d'une façon aussi méconnaissable? Oui, merci Alassane, merci de m'avoir invité. Suite à Penda, je voulais aussi souhaiter à tout le peuple sénégalais une merveilleuse année de bonheur et de joie, de paix surtout. Effectivement, j'ai connu Penda lorsque j'étais professeur à l'université de Princeton. J'ai reçu un email, on m'a dit qu'il y a une dame qui va faire une intervention à Rutgers University par un de mes collègues. Mais je connaissais déjà par nom, par ses articles, parce que je savais que c'est l'une des plus grandes historiennes, en tout cas, que j'ai lues au Sénégal. Et raison pour laquelle je suis allé l'écouter et j'ai appris énormément. J'ai énormément appris et je sais qu'avec elle, on apprend toujours. Ce que je veux dire, c'est que
quand on voit des personnalités comme Penda dans ce pays-là, normalement, il y a des questions qui touchent à l'éthique aussi, qui devaient pas, en tout cas qu'on pouvait interpeller pour qu'ils donnent quelques directions. Donc, d'une certaine façon, la question de l'éthique, pourquoi ça pose problème, Penda l'a très bien dit, c'est parce que ce qui fait que l'éthique soit, c'est la question de la confiance. Et comme elle le disait, c'est qu'il y a un manque de confiance non seulement entre les individus, ce que nous aurions appelé la confiance universelle, et manque de confiance donc entre les citoyens eux-mêmes. Il y a un manque de confiance au niveau, même au niveau rationnel, on peut dire, des contrats. Les gens n'ont plus confiance les uns aux autres. Et puis il y a un manque de confiance, ce qu'on pourrait appeler la confiance hiérarchique, c'est-à-dire lorsque vous et moi, nous avons des contradictions, nous avons des conflits, vers qui nous retourner. Donc il y a un problème au niveau des institutions aussi. Donc la question de la situation aujourd'hui, je pense que c'est dû à deux choses qui sont concomitantes, c'est-à-dire que nous qui avons grandi dans ce pays-là, nous avions non seulement les bases traditionnelles, familiales, très solides, qui nous disaient que, attention, chaque individu, il faut le respecter, quel que soit son niveau de revenu, quel que soit son statut social. Et donc nous avons grandi dans ça. Tout à l'heure, je vous disais que dans le quartier où nous suivons, nous allions manger chez des amis n'importe quelle heure. On était bien accueillis. Nous quittions ici, nous allons voir nos amis à Grand Dakar. Il n'y avait pas cette histoire de questions d'argent. Et aujourd'hui, je pense que le phénomène de l'argent a pris tellement d'importance dans la vie sociale que ça se traduit par des désorientations, j'allais dire. Et ces désorientations-là, ça se trouve, certains qui ont les moyens, qui ont un problème de reconnaissance sociale, vont chercher une valeur ajoutée économique, c'est-à-dire qu'au niveau de l'argent, et ceux qui ont des problèmes économiques, traditionnellement, c'est par le social qu'ils essaient de s'en sortir, une valeur ajoutée sociale, j'allais dire. Donc, comme Penda l'a bien formulé, il me semble que la question fondamentale, c'est il faudrait s'interroger pourquoi on est arrivé là, et dans ce pourquoi on est arrivé là, on doit en tout cas essayer de saisir l'importance que joue l'argent et le matériel. Comment peut-on vivre dans une société, Penda Mbow, où, comme l'a dit Lamine tout à l'heure, on ne se fait pas confiance? Avant, dans les sociétés traditionnelles, on était liés par la parole. On y avait des liens, des rapports de clientélisme entre différentes familles, et on était liés de différentes manières, et chacun essayait de respecter l'autre en fonction justement de ces rapports. Aujourd'hui, tout cela n'existe plus. On avait même honte de manifester un certain désarroi par rapport à une situation donnée. Avant, on s'investissait pour le bien de la communauté. Le bénévolat existait. Chacun essayait de prendre soin du voisin, du fils du voisin, de l'enfant du voisin. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne s'engage pas. On ne s'engage pas pour le bien de la communauté. Tout ce qu'on fait, on cherche des dividendes, que ce soit des dividendes monétaires ou des dividendes politiques, on ne cherche pas à s'investir pour la communauté. Je crois que le don de soi, dans cette société, est devenu une denrée rare. Chacun essaie justement de se positionner par rapport justement à un pouvoir déterminant, que ce soit le pouvoir de l'argent ou le pouvoir politique. Et c'est ça qui, à mon avis, aujourd'hui, est en train de ruiner notre société et d'aller vers une sorte de décomposition de la société. Nous n'assistons pas à des mutations, parce que les mutations peuvent générer du positif, mais nous assistons à une décomposition de notre société. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive. Et quand on entend les adultes qui aujourd'hui auraient dû servir de référence dans ce pays, quand on les entend parler, alors là, on est complètement désemparé parce que leur discours ne correspond pas du tout aux attentes et surtout à leur rôle de guide au sein de la société. Je pense qu'il y a un véritable problème dans ce pays-là. Mais est-ce que Lamine cela est dit à la crise de la famille et de l'éducation, qui sont deux institutions fondamentales dans un pays? Oui, je crois que non seulement la crise de la famille, de l'éducation, disons en un mot, crise de la transmission.
Parce qu'en réalité, l'éthique, c'est quoi? C'est la position morale que j'ai aujourd'hui, que je veux conserver dans des événements futurs, quels que soient les événements. Alors, en Afrique en général, on est tourné vers le passé. Donc, c'est pour cela qu'on a un respect important des vieux. Alors, s'il n'y a pas cette transmission de la génération présente par rapport à la nouvelle génération qui vient, c'est sûr qu'on perd les repères. C'est ce qu'elle appelle des compositions, que j'appelle des orientations, dans tous les cas. Et c'est sûr que s'il n'y a pas ces valeurs qu'on doit transmettre à la jeunesse, c'est sûr que ça se traduit par ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, pourquoi on est arrivé là? Penda a bien développé ce qui est au fondement, c'est-à-dire l'importance qu'on a donnée à l'argent, au matériel. Et quand on donne ce niveau d'importance au matériel, cela veut dire qu'on perd dans le spirituel. On perd dans le spirituel. En perdant dans le spirituel, on gagne peut-être de l'argent et ça se traduit par quoi? Y compris par l'autodestruction. C'est pour cela qu'on parle d'autant de jeunes qui se droguent, l'alcool, etc. Parce que précisément, on est en train de... Il y a une victoire, on peut, entre guillemets, du matérialisme, de l'argent. Ce qui se traduit aussi par tout ce qu'on voit comme phénomène. Parce mais pourquoi l'argent a pris autant d'importance aujourd'hui dans nos sociétés? Pourquoi l'argent a pris autant d'importance? Parce que la crise économique elle est permanente. Moi, je crois que c'est parce que les populations ont un besoin important. Ils n'ont plus de repères sociaux qui leur permettaient de couvrir ce qui leur manquait économiquement. Tout à l'heure, j'ai parlé de valeur ajoutée sociale, c'était ça. C'est-à-dire que lorsqu'on est, Penda l'a bien élaboré, que lorsqu'on est à des difficultés économiques, on allait voir le voisin ou bien quelqu'un de membre de la famille. Il y avait une solidarité, en tout cas, une solidarité très importante entre les membres de la famille, la communauté. Et tout ça, on l'a perdu. Et le fait qu'on l'ait perdu, on se retourne tout de suite vers tous les moyens possibles pour se retrouver avec de l'argent. Je pense que c'est plutôt les conditions économiques d'une part, et d'autre part, le manque de transmission des valeurs, il me semble. Et aussi le fait que la jeunesse n'a pas la conscience qu'il faudrait aimer son peuple et pour le servir aussi. Et il me semble que c'est la chose on parle trop de soi ici, en ce moment. On ne parle pas de... Oui, je crois qu'une de nos grandes difficultés, véritablement, c'est quelles sont les valeurs sur lesquelles nous devons nous appuyer pour construire notre pays, notre société. C'est un pays où le savoir n'est plus la meilleure référence. C'est un pays où le comportement, j'ai dit, voilà un pays où l'éthique, le talent, la compétence ne jouent plus les premiers rôles. C'est vrai, quand on a du talent, on n'est pas sûr d'arriver à quelque chose. Quand on a de l'éthique, on est à peu près sûr de ne pas jouer les premiers rôles. Finalement, les gens se disent, écoute, à quoi bon perdre son temps? Absolument. La référence, l'école. Pourquoi l'école ne fonctionne plus? Parce que la référence, ce n'est plus l'école. Nous, quand nous étions jeunes, quand on entendait un de nos aînés s'exprimer, on voulait être comme cet aîné. C'est-à-dire, il était notre référence, on voulait devenir cet aîné. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Et il y a une sorte, de mon point de vue, de bouleversement des hiérarchies. Je prends sur ce que je vois dans la société, sur le plan, par exemple, politique. Avant, aujourd'hui, des gens que nous considérons qui vont se retrouver dans nos institutions, que ce soit l'Assemblée nationale ou ailleurs, quelques années avant, ces personnalités ne pouvaient pas dépasser dans un parti politique ce qu'on appelait les comités d'action. C'est ça. Ils ne pouvaient pas dépasser ce qu'on pouvait appeler justement le comité de quartier. Mais ce sont ces personnalités qui franchissent aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, toutes les barrières et qui se retrouvent dans nos institutions et on les identifie à ces institutions. Est-ce qu'un jeune qui se lève, qui veut avoir un repère, va aller perdre son temps à étudier ou à chercher une formation, mais il se dit, écoutez, voilà un tel qui arrive à ce résultat, pourquoi moi je ne devrais pas faire comme lui? Je pense que c'est ça, c'est-à-dire
Ce que quelqu'un appelait, et ça j'ai toujours suivi, par exemple, la période senghorienne, jusque-là, on a élargi beaucoup trop rapidement ce que j'appelle les bases sociales de l'élite. Avant, pour faire partie de l'élite, il fallait franchir un certain nombre de marches, être formé, solidement ancré avant d'avancer. Aujourd'hui, tel n'est plus. On a bouleversé cela dans un pays qui est en construction, malheureusement, qui a besoin d'avancer. Et à partir de ce moment où on n'a plus besoin de faire d'efforts pour s'enrichir, on n'a plus besoin de faire énormément d'efforts pour se retrouver aux premières loges, alors là, je crois que c'est ce qui a, à mon avis, détruit pratiquement ce pays. Mais dans ce cas, quelle est la responsabilité des élites par rapport à cette situation? Si les bases, comme l'a dit Penda-Mbow, ont été élargies par les élites, est-ce que c'est parce que les élites n'avaient plus de réponse à donner à la base? Oui, je pense que c'est plutôt les institutions. Bien vrai que c'est l'élite qui est dans nos pays qui élabore et qui met en place les institutions. Je pense que effectivement, si ce n'est pas au mérite, c'est sur quelle base on nomme les gens dans des positions où ils sont censés nous représenter. Et c'est vrai qu'il y a trop de raccourcis. Il y a trop de raccourcis. On est des fois étonnés, c'est-à-dire que moi, je ne sais même pas... À l'époque, quand on était jeune, on connaissait tous les noms des ministres. On savait les noms des ministres, qui étaient tel ministre, telle fonction, etc. Aujourd'hui, moi, ça fait presque 15 ans, 20 ans, je ne sais pas qui est ministre de quoi, j'entends telle personne est ministre, je ne sais pas, je ne sais plus. Parce que simplement, il ne représente plus cette figure citoyenne importante que représentait le ministre chez Senghor ou même chez Diouf à un certain moment. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ça, le modèle, ce n'est pas un modèle intéressant pour la jeunesse. Et même dans votre métier, il m'arrive de feuilleter rapidement la presse sénégalaise, il y a le vocabulaire de la lutte. Hein? Même si, comme si on était dans un rapport physique, y compris le débat intellectuel, il ne peut pas y avoir... Maintenant, la responsabilité de l'élite, y compris de l'intelligentsia, c'est que, à mon avis, Penda peut-être qu'il est d'accord avec moi, je pense que le dénominateur, en tout cas ce que je vois le plus, c'est la malhonnêteté qui est très forte, y compris chez nous les intellectuels. C'est-à-dire qu'on est obligé, presque pour survivre dans cette dynamique de l'argent, on voit des intellectuels prendre des positions qui sont tout à fait inverses, d'ailleurs à la déontologie dans la profession dans laquelle ils devaient être, en tout cas. Et je pense aussi qu'il y a autre chose sur laquelle je suis en train de réfléchir en ce moment, quelque chose qui me fait penser à une sorte de dictature du social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé, et moi j'en suis conscient, on est obligé, et c'est pour cela que j'ai dit une dictature, on est obligé de s'auto-censurer. Pour survivre? Non, intellectuel. On est obligé de s'auto-censurer parce qu'il y a une sorte de dictature du social qui fait qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dénoncer. Si on ne le dénonce pas par rapport à soi, moi personnellement, je peux. Mais c'est par rapport à toute une communauté, par rapport à... Alors, il y a un phénomène très important qui se passe, je pense qu'on doit l'analyser. Il y a véritablement de l'autocensure. Oui, parce que simplement, je comprends ce qu'il veut dire. Si je n'étais pas une forte tête, il y a quelques semaines, et je n'ai même pas compris, juste le fait d'avoir dit que la prochaine fois, je vais parler du hijab, seulement, et je n'avais pas encore parlé, il fallait voir les réactions. Voilà. J'ai un ami, Babacar Sall, de l'Harmattan, qui me dit, mais les réactions sont disproportionnées par rapport à ce que... Je dis, je n'ai pas encore parlé. Voilà. C'est-à-dire, c'était une manière dans les radios, partout. J'étais tellement attaquée, mais comme je suis habituée, je suis une intellectuelle, je comprends les choses, ça ne m'a pas empêché de continuer ma réflexion, mais quelqu'un d'autre aurait abdiqué, abandonné. Est-ce que ce phénomène n'est pas aussi un phénomène aussi mondial? Quelque part, quand Lamine parle de cette dictature du social, si on regarde sur le plan international, où certains auteurs même disent qu'aujourd'hui, ce sont les médiocres qui ont pris le pouvoir. Absolument, absolument, c'est un phénomène mondial, mais les conséquences pour notre pays sont dramatiques. Parce que simplement, il y a des pays qui se sont déjà faits, par exemple, quand on prend les pays développés occidentaux, ils ont des institutions fortes, ils ont des contre-pouvoirs très forts, mais tel n'est pas le cas dans notre pays. Aujourd'hui, du point de vue intellectuel et du point de vue de la réflexion critique, c'est le discours religieux
qui est le discours dominant. On peut ne pas être d'accord. Par exemple, j'entends un chef religieux dire certaines choses. Si moi, je les avais exprimées, on aurait sorti tout de suite une fatwa. Mais à partir du moment où il se dit chef religieux, il peut se permettre de dire tout ce qu'il veut. Et je regrette en passant, et ça je vais le dire, peut-être bon, le président ne m'en voudra pas, mais il y avait à la fin de l'année quelque chose qui avait une fonction pédagogique extraordinaire. C'était les vœux du Nouvel An. Avec les corps constitués, les différentes institutions. Moi, j'étais scotché devant ma télévision pendant 2 ou 3 jours à suivre justement les vœux des corps constitués. L'Assemblée nationale venait, le gouvernement, et chacun faisait le point dans son domaine. Les collectivités locales. Ce qui me permettait, moi, à l'époque, de connaître tout ce qui incarnait nos institutions, mais de suivre aussi la marche de l'État et de ses démembrements. Et ça avait un rôle extraordinaire du point de vue de la formation citoyenne. Pendant 2 jours, je ne faisais que regarder cela. Mais quand le président Wade est arrivé, il l'a supprimé. Et je comprends parce qu'il était d'un certain âge, parce que le fait d'être debout, pendant X heures, lui était devenu insupportable. Mais quand le président Macky Sall est venu, il est jeune. Moi, je pensais et je militais pour le rétablissement. Parce que ça fait partie aussi de ce que j'appelle les servitudes de la fonction. Il fallait absolument rétablir, de mon point de vue, ces vœux des corps constitués. Parce que ça avait une fonction didactique, une fonction d'éducation citoyenne pour la jeunesse. Et moi, je militerai toujours pour le rétablissement de ces vœux tels qu'on les présentait il y a quelques années. Ensuite, je crois aussi qu'il y a d'autres phénomènes. Nous devons, en tout cas pour ceux qui incarnent nos institutions, il y a des postes qui sont des postes clés, éminemment importants. Par exemple, je prends le cas, il y a plusieurs années, de celui qui était toujours le rapporteur de l'Assemblée nationale, celui qui avait le rôle de rapporteur. Mais celui-là, c'est une fonction fondamentale. Parce que ça nous permet non seulement de connaître l'Assemblée, mais ça a toujours été incarné par des personnalités qui nous ont marqués. Moi, je peux les citer les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que ces fonctions qui ont un rôle, un impact sur la jeunesse, que ces fonctions continuent à durer. Même, vous savez, ce que nous sommes en train de reprocher aux institutions, on peut le reprocher même au pouvoir religieux. Par exemple, c'est-à-dire le porte-parole, le discours religieux, qui le porte, et comment, même quel rôle ça peut jouer sur les équilibres de la société. Qu'est-ce qu'il faut dire à un moment donné, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Je crois que nous devons faire notre autocritique partout, y compris dans tous les secteurs, pour montrer comment, à partir de nos comportements individuels, nous allons façonner la jeunesse sénégalaise. Et ça me paraît fondamental. Et pas seulement du point de vue politique, même dans les institutions religieuses, même chez les religieux, il y a des discours, il faut analyser les discours et voir qu'est-ce que ça peut faire et avoir comme impact sur la jeunesse. Est-ce qu'au fond, on ne s'est pas perdu au bord de la route? Non, je parle sous son contrôle, mais il est clair que, d'abord, l'intellectuel a 2 outils, c'est la critique et l'autocritique. Chaque fois que je produis un papier, je le soumets à la critique. C'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas faire des recherches si on ne fait pas de critique. Et donc, bloquer la critique de l'intellectuel, c'est tuer l'intelligentsia en même temps. Et tuer l'intelligentsia, c'est tuer l'avenir d'un pays, parce que ça se passe par là. Alors, la religion, y compris dans la religion, moi j'ai écrit un livre sur les États-Unis, mais qui peut être adapté ici, sur la dimension prophétique de la religion et la dimension que j'appellerais nihiliste. C'est-à-dire, la dimension prophétique, c'est quoi? C'est l'aspect de l'amour, de la recherche de la paix, de la justice dans la religion. Ça, j'y crois. C'est ce qu'on m'a enseigné, c'est ce que je crois. Et c'est comme ça qu'étaient, en fait, dans le passé, les guides religieux qu'on connaissait. Alors, la dimension nihiliste de la religion, ou institutionnalisée, etc., attention, ils peuvent jouer leur institution, mais il ne faut pas que ça tue la possibilité de créativité, de recherche de l'intelligentsia. Et ce n'est pas eux qui l'arrêtent. Ce que je dis, c'est pire, c'est nous-mêmes qui nous autocensurons. Pourquoi?
Parce que simplement, il y a la question de l'éthique de la responsabilité qui vient là. Parce que nous avons nos éthiques de conviction, mais l'éthique de la responsabilité, c'est quoi? Est-ce que ce que je veux dire, si je le fais, quelles sont les conséquences? Et c'est sur ce plan d'ailleurs qu'on peut analyser plein de choses, par exemple, y compris la question du franc CFA, je crois qu'on va y venir, mais l'attitude de Macron, par exemple, sur ce plan-là, on sent bien que c'est l'éthique de la responsabilité qui lui a poussé. Parce que je ne peux pas m'imaginer qu'un étudiant de Paul Ricoeur, un assistant de Paul Ricoeur, n'ait pas l'importance du trajet de la reconnaissance, ce que demandent les Africains, la jeunesse africaine par rapport à ça, et qu'il en fasse un problème. Et son discours, avant qu'il soit président, tous ses discours, il dénonçait ces pratiques coloniales. Aujourd'hui, il défend donc c'est l'éthique de la responsabilité. C'est ces contradictions-là qu'on retrouve chez les politiques, chez l'intellectuel, un peu partout. Et pour cela, il faut renforcer les institutions. Elle a complètement raison, Penda, parce que c'est à travers les institutions, d'ailleurs, qu'on peut comprendre l'économie et fonder une économie solide et un développement. Et je pense que ces questions-là ne peuvent être abordées que si la critique et l'autocritique sont permanentes. Mais est-ce que c'est possible dans un pays où le savoir aujourd'hui n'est plus valorisé? Ah oui, le savoir n'est plus valorisé, malheureusement. Avant, on avait envie d'apprendre et de connaître. Malgré tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour l'excellence, les efforts qui sont faits par-ci, par-là, pour promouvoir les meilleurs, mais c'est parce que ces meilleurs, et la question que je me pose, disparaissent au fur et à mesure que nous avançons. Qu'on monte vers le sommet de la pyramide. Je disais, où passent ces étudiants, ces élèves brillants que l'on voit dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, arrivés à l'université, ils disparaissent petit à petit. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est parce que aussi, simplement, il y a une façon, la société décourage ceux qui savent. Et ceux qui savent surtout un certain type de savoir. Parce que simplement, on est dans une société, et c'est peut-être là où les différentes formes d'acculturation que nous avons connues ne nous rendent pas beaucoup de services. Parce qu'il n'y a pas une osmose entre ces différentes formes d'acculturation qui nous viennent probablement des sociétés indo-européennes du Nord, que ce soit à travers l'islam, les religions monothéistes, ou à travers simplement la colonisation. Nous avons plusieurs sociétés dans ce pays qui sont parallèles, qui ne dialoguent pas forcément et qui ne se parlent pas. Et chaque société a son projet, chaque société a sa vision et chacun veut véritablement aller de l'avant. C'est-à-dire on ne pense pas collectif. Un des grands problèmes de ce pays, nous ne pensons pas collectif. Nous nous mettons en scène, nous nous mettons en valeur de façon tout à fait individuelle et nous ne cherchons pas. Nous ne pensons pas collectif, on l'a essayé avec les assises nationales, c'était un moment extraordinaire. Absolument. Extraordinaire et unique. Et je ne suis même pas très sûre aujourd'hui qu'on puisse retrouver cet esprit des assises. Parce que quand tout cela, toute cette réflexion et cette générosité ne permettent pas d'avancer, eh bien, les gens vont y croire de moins en moins. C'est-à-dire aujourd'hui, l'effet recherché, c'est le pouvoir. Comment accéder au pouvoir? Comment tirer profit du pouvoir? Mais comment accéder au pouvoir pour transformer notre société? Ça, je pense que c'est un grand problème. Et le grand problème, c'est qu'on ne pense plus collectif. Malheureusement, les partis de gauche ont disparu. Ah oui. Les syndicats eux-mêmes, ils ont perdu de leur superbe. Et il n'y a que la dimension citoyenne qui est là. Et il faudra absolument questionner cette dimension citoyenne. Vous savez, quand un ministre français du gouvernement Macron, et ça c'est vrai aussi Jean-Noël Jeanneney il y a longtemps à l'époque, il était venu me voir avec Maxime Gamou Mbaye, feu Maxime Gamou, que Dieu ait pitié de son âme. Il m'a dit pour la première fois, vous les Sénégalais, vous êtes en avance sur nous. Je dis mais pourquoi nous sommes en avance? Il me dit votre société civile là, mais c'est unique. Vous êtes les premiers à l'avoir vraiment développé. Avant, vous étiez à la remorque de la France, mais pour la première fois, c'est la France qui va vous suivre. Et j'ai eu une discussion, je me rappelle, très, très poussée avec Jocelyn, qui était à l'époque ministre de la Coopération, parce que lui, il pensait que ce qui était derrière nous, c'était les États-Unis.
C'était la vision américaine que nous étions en train d'adopter, alors que la France, elle mettait l'accent sur la décentralisation. Je dis justement, c'est ce qui fait que vous allez avoir d'énormes difficultés avec les Africains, les jeunes Africains, parce que simplement, vous parlez, la France parle aux institutions, elle parle aux politiques, mais elle ne parle pas à la société. Et la société, c'est la société civile. Et quand Macron, les gens de Macron sont venus, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Mais c'est vos mouvements citoyens qui nous ont inspiré la façon de conduire la victoire du président Macron. Alors nous avons tout ce potentiel au Sénégal. Tout ce potentiel, mais ce potentiel, nous devons l'utiliser pour transformer véritablement notre société. C'est-à-dire que ces cloisons au sein de la société disparaissent pour qu'on aille vers une construction en profondeur avec des bases solides du Sénégal. Nous avons énormément d'expérience depuis 1960. Moi, une de mes plus grandes fiertés, et je n'arrêterai pas de le dire, c'est vraiment présence africaine. Ça, c'est mon modèle. Cette présence africaine représente tout pour moi. Présence africaine avec les contradictions, les différents groupes d'intellectuels. Ça, pour moi, c'est la base à partir de laquelle nous devons construire notre Sénégal. Mais même en parlant de francophonie, là, j'ai découvert beaucoup de choses en tant que représentant du chef de l'État. Mais au fond, qui est le penseur véritable de cette francophonie? Parce qu'il y a des valeurs sur lesquelles on a construit la démocratie. Surtout la démocratie et toutes ces grandes déclarations, mais c'est Senghor. C'est-à-dire notre apport à l'universel est une réalité. On parle, les religions, je dis, les confréries telles qu'elles fonctionnent, elles sont uniques au monde. Il n'y a qu'au Sénégal où elles fonctionnent de cette manière-là. Mais nous avons énormément d'acquis. Qu'est-ce qu'on fait de ces acquis? C'est ça la grande question. Et on n'a pas, à mon avis, les forces politiques nécessaires pour transformer ces acquis en une véritable mouvement, en une véritable transformation du pays. Et là, on rejoint encore la question de la confiance. Parce que ce que je disais, c'était ça. C'est ce que tu dis, il y a tellement de gens ici, même à titre individuel, qui ont fait des choses extraordinaires. Par exemple, la vision paradigmatique de Amadou Mahtar Mbow, le nouvel ordre de l'information et de la technologie, c'était une intuition extraordinaire. On est dedans. Cheikh Anta Diop, en 1981, je me rappelle d'un article qu'il avait écrit, je ne me rappelle pas exactement du titre, La révolution de l'hydrogène. Il disait que si on ne formait pas, en 81, si on ne formait pas les gens dans les sciences et technologies, à l'an 2000, il y aura la révolution de l'hydrogène. Aujourd'hui, on parle de voiture de l'hydrogène. Donc, et moi, je connais aussi en économie Enda Tiers-Monde. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans que je les cite. Ils ont fait des travaux pour montrer, par exemple, à Yoff, comment la vitesse de la circulation de la monnaie était égale à 7 lorsque la Banque mondiale le calculait à 2. Et ça permet de comprendre pourquoi un Sénégalais qui a 10 000 vit comme s'il a 70 000. Et ils ont fait ce truc. Ils ont fait des calculs précis pour montrer comment, parce qu'avec les rituels, je vous donne, vous me donnez, Gente, etc., ce qui fait qu'un Sénégalais, on vit pratiquement grâce à la vitesse de la circulation. Et ça, c'était fait à l'ENDA, par ENDA ici. Donc, si on écoutait ces gens-là, il y a énormément de choses. Et je dis un autre truc en passant, quand j'étais à Princeton, j'étais ébahi lorsque un de mes collègues m'a dit, est-ce que tu connais un architecte Mbakénian? Ouais. J'ai dit, non. Il m'a dit, je donne des cours sur lui. Ah, c'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais, il était au Sénégal, il n'a jamais quitté. Voilà, il n'a jamais quitté le Sénégal. Il a sur le parallélisme des formes. Oui, et il y a des cours sur lui. Et quand je l'ai découvert, je me dis, c'est pas possible. Il a fait son école d'architecture ici, la seule promotion, je crois. Et donc, il y a énormément de Sénégalais. Ce que Penda vous disait, je pense, c'est que comment mettre le dialogue, le collectif en commun. Et ça, il faut accepter la critique et l'autocritique. Ouais. Quand on critique quelqu'un, c'est pas qu'on l'aime pas. Absolument. Mais vous dites Younous qui a eu le prix Nobel. Oui. Mais c'était pas à Younous d'avoir ce prix Nobel. C'était aux femmes sénégalaises qui ont été à la base. Moi, je vous dis, dans les années 80, combien de chercheurs j'avais reçus chez moi pour me parler des tontines, pour faire des recherches sur les tontines. Mais des choses extraordinaires. Ce pays, comment on appelle, un rabbin israélien me disait un jour, mais j'ai jamais vu un peuple aussi intelligent que le peuple sénégalais. J'ai dit, ah bon? Il me dit, il vous manque un truc pour vous développer. Je lui dis, ah, certainement que vous connaissez ce truc, il faut me le dire. Il me dit, il vous manque un truc. Moi, je pense que le truc qui nous manque, véritablement, c'est l'esprit d'organisation et de méthode. C'est tout. Et la discipline. Ce pays, nous ne sommes pas disciplinés. Nous ne croyons pas en nous-mêmes. C'est ça.
Nous sommes trop individualistes et nous ne pensons pas collectif. Voilà le véritable drame de ce pays. C'est vrai, ouais. Alors là, je vous assure, on est à la base d'initiatives extraordinaires. On a tout fait dans ce pays. Tout à fait. Mais il faut qu'on reprenne, qu'on accepte quand même de reprendre le travail à la base. Et un des problèmes de ce pays, c'est qu'aussi on ne reconnaît jamais ce qui a précédé. C'est ça. C'est-à-dire il faut construire, il faut bâtir sur l'existant. On a l'impression d'inventer la roue. Alors, ça, je profite de l'occasion. Aujourd'hui, le président a lancé Cleaning Day, ce que je trouve extraordinaire. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce pays a besoin de cela. Et pour la première fois d'ailleurs, ce mouvement Cleaning Day se trouve initié par l'État, ce qui n'a jamais été le cas. Mais pourquoi on en arrive à ce Cleaning Day? Mais pourquoi ne pas penser aussi à tout ce qui s'est fait dans ce pays? Moi, quand j'étais jeune, on avait les journées d'investissement humain qui étaient, juste au moment de l'indépendance, qui étaient menées par les comités UPS, les chefs de quartier, les maires de comité, comme on les appelait, les Adjandou Mbenya, les Seynabou Gaïndate. Elles initiaient chaque dimanche les journées d'investissement humain. C'est vrai aussi qu'on sortait un peu de la période coloniale et le colonisateur ne badinait pas avec les problèmes de propreté. Ensuite, on a eu, au moment des politiques d'ajustement structurel, je me souviens dans les années 80, avant le 7 juillet y venir, il y avait les jeunes du PIT, les jeunesses Albouri Ndiaye. Partout où ils se trouvaient, les jeunes du PIT, ils balayaient devant leur porte. Mais le fameux 7-7 dont on parle tant, mais j'ai été l'initiatrice numéro 1 de ce 7-7. Pas en 1991, mais en 1988-89. Quand nous sommes sortis de l'élection présidentielle de 1988, je me suis dit, mais écoutez, est-ce qu'on va attendre qu'il y ait un changement politique pour agir? Mais nous devons nous prendre en charge. Et chaque après-midi, je parcourais l'avenue Ahmadou Bamba pour aller faire la sensibilisation. Appeler aux réunions le dimanche matin. Et ce qui était avec moi à l'époque, il y a Pape Dembassi de UDF Mbolomi et Feu Mamar Diop du PAI. Voilà les deux qui me guidaient. Certains disaient que j'étais instrumentalisée par Colin, d'autres disaient que c'était l'opposition qui m'instrumentalisait, et le mouvement est parti de là. Jusqu'à devenir un phénomène qu'on venait étudier partout dans le monde. Ouais. Mais nous devons, parce que si les citoyens eux-mêmes ne s'impliquent pas, si les citoyens eux-mêmes ne sont pas dans l'initiative, l'État, avec tous les moyens dont il dispose, nous n'irons pas au résultat voulu. Mais puisque tout ça a été fait, pourquoi ne pas l'intégrer? Pourquoi ne pas l'intégrer? Pourquoi ne pas appeler tous ces gens qui ont vécu ces phénomènes et ne pas les intégrer, ne pas les utiliser? Comment ces mouvements sont venus? Mais on ne construit jamais sur l'existence. Jamais. Est-ce que c'est dans ce cadre-là aujourd'hui qu'en Afrique de l'Ouest, qu'on est dans la situation de l'écho, qu'on devait en parler? Est-ce que l'écho aujourd'hui s'est effacé, ce que les 16 États avaient voulu faire? C'était un reproche au président Macron de vouloir torpiller ce projet. Oui, d'une certaine façon, je pense qu'on peut le lire comme ça, on peut le lire comme une stratégie d'anéantir le projet de l'écho. On comprend que la France ait des hésitations, des doutes par rapport à son intérêt pour l'Afrique francophone, parce que nous autres, nous le savons, que le disent ou non, la France, son économie dépend beaucoup de l'Afrique francophone. Et on peut dire ce qu'on veut, on le sait, et ils ont peut-être peur de l'intégration africaine. Moi, je suis au Nigeria, mais je me sens un peu au Sénégal. À chaque fois qu'on me demande, je crois que je suis à Ziguinchor il y a 20-30 ans, là où je suis, dans l'état d'Adamawa. C'est exactement les mêmes structures. En plus, en tant que Sénégalais, je suis énormément respecté. Je ne suis pas Niassène grâce à Baïnias. Je suis énormément respecté quand je dis Sénégalais. Oh, Baïnias, je suis... Voilà. Et donc, l'intégration africaine, pour moi, quelles que soient les langues que nous parlons, c'est très important. C'est le combat de nos pères fondateurs. L'unité africaine, elle est fondamentale. Et l'écho, même s'il y a des
il y a quelques débats à avoir. J'ai des discussions, même si on est d'accord sur l'essentiel, avec par exemple mon frère Ndongomba, lui il est pour des monnaies nationales et une monnaie commune. Certains sont pour une monnaie unique, etc. Mais l'écho tel qu'il a été élaboré par la CEDEAO, je pense que c'est dans cette direction qu'on doit aller. Parce que là, en fait, finalement, tel que c'est comme si c'est le franc CFA quoi, qui a changé de nom. Vous avez cette impression aussi? Moi, je pense quand même, par rapport à cette question, il y a une victoire de l'intelligentsia africaine qui s'est investie beaucoup pour que la disparition du franc CFA. Et s'il y a eu cette réaction, a posteriori, si vous voulez, du président Macron et de Ouattara. Et je lisais l'article d'Alimana Bathily qui fait la comparaison entre la loi cadre Gaston Defferre au Houphouët-Boigny et aujourd'hui Ouattara et Macron. En disant, est-ce que ce n'est pas une manière de s'aborder justement la question de l'intégration africaine? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que la France n'est pas, disons... enthousiaste. Pas enthousiaste, mais elle n'est pas indifférente, justement, à cette montée de clameur qu'on voit partout en Afrique. Et elle prend les devants pour ne pas perdre pied en Afrique. C'est ça la vérité. Or, je pense que c'est à nous, Africains aussi, de savoir ce que nous voulons. Et de voir dans quelle manière... quelle est la meilleure manière, de mon point de vue, pour nous imposer et défendre nos véritables intérêts. Je ne suis pas spécialiste de la monnaie, j'ai essayé d'écouter un peu partout, j'ai écouté les discours. Par exemple, il y a le discours de Nabucco Kakko avec le discours du professeur Kassé. Tous les deux pensent que justement ce que nous avons obtenu aujourd'hui est positif par rapport à l'avenir. D'autres disent non. Nous sommes plus ou moins flués et il n'y a pas de changement entre le CFA et l'éco. Par contre, au moins qu'on touche à quelque chose de fondamental, me paraît vraiment essentiel, c'est justement du point de vue que ce soit symbolique ou politique, mais cette affaire de change, des trésors qui étaient gardés en France, qu'on veuille nous rendre cela, je pense déjà c'est une grande victoire. Maintenant, nous devons continuer à travailler et à négocier justement une véritable intégration et voir dans quelle mesure tout cela peut être changé. Non, mais moi je suis d'accord, c'est-à-dire que la dimension symbolique, j'ai toujours lutté pour ça d'ailleurs. De toute façon, en 2014, nous étions les premiers à parler du franc CFA. Il y avait Sanou Mbaye, Momodou Koulibaly et moi-même, un certain Barry, on a fait une interview croisée en 2014. Et à partir de cette interview que la journaliste a voulu faire des choses, et je l'ai recommandé Kako Napuko, avec qui je suis dans le même think tank par ailleurs. Alors, je suis complètement pas d'accord avec Kako s'il se satisfait, surtout quand il fait appel au fait que la monnaie est un fait social total. C'est-à-dire que ce n'est pas le côté économique seulement qui est important. D'ailleurs, il y a une erreur fondamentale entre le symbolique et le symbolisme qui est dans la monnaie. Le symbolique, c'est comme si on voyait juste le franc CFA. Le symbolisme, c'est ce qui permet à l'imaginaire de se mettre en œuvre lorsqu'on se sent exploité, on se sent dominé, on se sent exclu. C'est ce qui nous permet de survivre en fait, le symbolisme. Et si économiquement, c'est vrai, il y a un avantage, le fait que le compte d'opération ne sera plus en France, qu'on retrouvera. Mais en réalité, est-ce que nous avons cette possibilité de travailler nous-mêmes sur la monnaie telle qu'on le veut? Il ne me semble pas que dans les dispositifs actuels, qu'on puisse le faire. Et de mon point de vue, la question de la monnaie, et d'ailleurs ça a été toujours mon combat, moi-même j'ai écrit un livre là-dessus il y a 20 ans, mais la question de la monnaie n'est pas qu'une affaire d'économiste. La monnaie dépasse ça. Absolument. La monnaie, c'est le rapport à l'histoire, c'est le rapport à la culture, c'est le rapport... Il n'y a qu'à voir ce qu'on fait avec la monnaie dans nos sociétés, comment on l'associe avec les croyances, voilà, tout ça, les rituels et tout ça. Et donc la question de la monnaie, elle est fondamentale, et ce qui se joue dans le franc CFA, ce n'est pas juste les conditions économiques, c'est un débat mémoriel aussi. En tout cas, si j'en juge par ce que je sais du Moyen-Âge que je connais,
un seigneur féodal. Voilà. Pour être vraiment un seigneur féodal, il doit battre monnaie. C'est ça. C'est un des signes Ouais. de la féodalité, c'est la capacité de quelqu'un de battre monnaie, Tout à fait. d'avoir son effigie sur une pièce de monnaie donnée. Tout à fait. Et je crois que la véritable indépendance aussi, c'est de pouvoir battre sa propre monnaie. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Je sais que tout n'est pas simple. Par exemple, des pays qui l'ont essayé, quand je prends le cas de la Guinée, d'autres, par exemple le Zaïre, Congo, tous ces pays ont été confrontés à d'énormes difficultés sur le plan économique. Et s'il faut y aller, il faut y aller ensemble, sans qu'il y ait une rupture brutale qui va nous mettre dans une situation incontrôlable. Moi, c'est mon seul problème. C'est mon seul problème. Non, mais c'est fondamental ce que vous avez dit, c'est que le débat doit se trouver là. Comment y aller ensemble dans la mesure où on est dans la mondialisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'État-nation traditionnel. Et en plus, il y a les nouvelles monnaies avec les blockchains et tout ça. Comment repenser la monnaie dans ce cadre-là? Je pense que le débat, maintenant, on doit focus là-dessus, mais il est fondamental qu'on retrouve la souveraineté, y compris le transfert de la souveraineté sur la question régionale. Mais il faudrait qu'on ait quand même la souveraineté, parce que tous les grands économistes, y compris de la France qui s'occupaient de la Banque centrale européenne ou bien qui sont de la Banque de France, je veux citer Michel Aglietta, André Orléans, tous ces grands économistes moi j'ai travaillé avec eux à la Caisse des dépôts dans les années 90, ont toujours débattu, ils ont même écrit des livres sur la souveraineté de la monnaie. La question de la souveraineté, elle est fondamentale pour un peuple. Et dans tous les cas, c'est vrai aussi qu'il ne faut pas faire du souverainisme sans possibilité de souveraineté, ça c'est vrai, mais on peut quand même... Non, il est impossible d'aller tout seul dans la situation actuelle. Il faut que nous travaillions ensemble. Déjà, il y a des embryons d'intégration, que ce soit l'UEMOA, la CEDEAO, tout ça. Mais nous devons travailler. Et je crois que de ce point de vue, l'Afrique de l'Ouest est la partie la plus avancée, en tout cas de toute l'Afrique, avant qu'on aille beaucoup plus loin. Il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas qu'on arrive à une situation qui deviendra ingérable, mais d'un autre côté aussi, il faut que dans certains pays, qu'il y ait une transformation. Moi, mon seul souci par rapport au Nigeria, c'est que c'est un pays d'abord immense, que nous ne maîtrisons pas, et il y a des pratiques politiques qui ne sont pas forcément à notre avantage. Il faudra absolument qu'on voit où est-ce que nous allons mettre les pieds, parce que le Nigeria, il y a des pratiques qui sont très très différentes des nôtres, et des difficultés énormes aussi sur le plan économique, sur le plan social. Je crois que le Nigeria a à apprendre de nous. Nous avons à apprendre du Nigeria, et il a beaucoup à apprendre de nous. Par exemple, la question de la citoyenneté. Au Nigeria, les gens se définissent d'abord par leur ethnie, leur religion. Ils sont étonnés, quoi. Nous, on se définit d'abord sénégalais, puis je suis casamancé. On a une multiple identité, c'est sûr. Sénégalais, casamancé, mandingue, homme, etc. Au Nigeria, on est d'abord Igbo, Yoruba, Hausa, ensuite... donc il y a un problème. Je pense que le Sénégal pourrait les aider. Et c'est vrai que c'est un pays très puissant, qui a beaucoup de population, de ressources aussi, mais il est possible de pouvoir... En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas clore le débat des intellectuels. Laisser les contradictions se donner, les gens débattre. Par exemple, j'ai dit, les thèses d'Ondongo Sylla sont très intéressantes. Quand il parle de monnaie nationale et de monnaie commune, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais certains disent non, il faut une monnaie, il faut que le débat continue. Mais il y a un débat aussi qui est là, c'est le troisième mandat dont on parle de plus en plus, Mme Penda-Mbow. Ça a été soulevé la fois dernière lors du 31 décembre, où le président a reçu une question de notre confrère Babacar Fall, où le président disait oui, ni non. Moi, ce que j'ai retenu de tout ce que dit le président, j'ai réécouté toutes ses positions par rapport au troisième mandat. Je n'ai pas trouvé qu'il ait beaucoup varié par rapport à sa position primordiale, c'est-à-dire sa référence à la Constitution et le fait de parler de 2 mandats successifs, qu'il a déjà un premier mandat et il est dans son deuxième mandat. Ça, il l'a dit, il l'a répété à plusieurs reprises. La deuxième chose, et ça j'ai trouvé qu'on ne l'a pas assez souligné, mais j'ai trouvé ça extrêmement important pour moi, c'est lorsqu'il parle du dauphinat. Je n'ai pas de dauphin. Je ne suis pas un roi. Personnellement, j'ai été élu par le peuple sénégalais. La réaffirmation, justement, de la République et du fait que le pouvoir appartient au peuple et qu'il a bénéficié du suffrage des citoyens,
ça me paraît fondamental. Parce que ça met fin justement à tous ces débats inutiles où il était question de dauphins, de prétentions. Parce que aussi, les Sénégalais choisiront leur prochain président en fonction du programme, en fonction aussi de la personnalité de l'individu. Je crois que le problème du président, et ça je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est qu'il veut travailler, avoir des résultats. Et il ne faut pas être parasité, justement, par un discours prématuré, un débat prématuré. Mais il est venu il n'y a même pas un an. On parle justement de dauphinat, de troisième mandat. Laissons le travail au moins pendant 2 ans. Jusqu'au jour où il va dire que je vais me représenter, à partir de ce moment, il y aura un débat. Mais pourquoi aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était de l'animation politique. On voulait animer l'espace politique. On voulait aller vers une animation pour approfondir la démocratie. Mais je pense que son vrai problème, Macky Sall, aujourd'hui, c'est arriver à des résultats probants pour le peuple sénégalais. Maintenant, après, on aura tous ces débats. Et puis, je termine en disant que cette question de mandat, quand ça a été posé sous Wade, c'est parce qu'à un moment donné aussi, il y avait tellement de dérives. La première des dérives, c'était les révisions de la Constitution à n'en plus finir. La création, mais surtout le fait, et c'est ça qui avait fait que tout le monde avait réagi, c'est-à-dire le fait de vouloir mettre son fils. C'est-à-dire la transformation de la République en une monarchie, c'était ça le vrai débat. Or, j'entends dans le discours du président, la dernière fois, il se démarque véritablement de cette voie. Bon, attendons de voir maintenant ce qui va se passer. Sur ce débat de troisième mandat? Non, mais moi, je ne me prononce pas sur ce que je ne sais pas. Franchement, je sais rien du tout de ce débat de troisième mandat. Et je suis d'ailleurs, j'ai mon frère Boris Diop qui me reprochait tout le temps, quand on est au Nigeria, il me dit, mais pourquoi tu ne suis pas l'actualité du pays? Je dis, laisse-les là-bas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est la Constitution qui parlera, et la Constitution seulement doit parler. Maintenant, le reste, c'est les affaires de juristes. Je ne me sens pas compétent. C'est affaire d'historienne. Je ne me sens pas compétent. Par contre, ce que je sais, c'est que l'élection n'est qu'un moment de la démocratie. La démocratie, c'est ça qu'il faut consolider. L'élection n'est qu'un moment. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Et c'est une erreur de penser que la démocratie ne vit que pendant l'élection. La démocratie est plus profonde que nous autres qui avons vécu depuis Senghor, on se sent véritablement imprégné de la démocratie. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la critique, l'autocritique et essayer d'avancer. Pourquoi, Alassane, par exemple, on ne parlerait pas des questions de l'éducation aujourd'hui? Cette là, comment on appelle ça? Le cleaning day. Mais les politiques doivent se saisir justement du concept et dire, écoutez, qu'est-ce qu'on en pense? Quand même, le Sénégal, il faut le rendre propre, il faut que ce pays, parce que c'est lié à la santé, c'est lié à une discipline, c'est lié à une organisation. Le tourisme ne marche pas parce qu'on considère que le Sénégal est sale. C'est ce que je disais, l'autocritique et la critique. Absolument, mais pourquoi personne, on laisse le président tout seul parler de cleaning day? Il faut que l'opposition donne son point de vue. Le temps que nous avons imparti est terminé. Merci infiniment à Mme Penda Mbow, historienne, professeure émérite, connue et reconnue à travers le monde. Merci aussi à Mohamedou Lamine Sagna, qui est sociologue et aussi spécialisé en sciences politiques. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.